Et c'est intéressant aussi d'avoir le retour des enfants. J'ai fait un appartement où les parents sentaient absolument pas la différence. Ils ont demandé aux enfants s'ils sentaient la différence de avant et après l'harmonisation. Et le petit garçon, il avait 6 ans à l'époque, il a dit « Il y a une plus grande beauté ». C'était trop chou. Mais comment expliquer ça en fait ? C'est complètement intangible. Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Siffler en travaillant. Blanche-Neige et Marie Kondo n'ont qu'à bien se tenir. Aujourd'hui, au programme, nettoyer, balayer, astiquer. Nous retrouvons Amélie pour un vrai ménage de printemps. Mais Amélie ne nous invite pas seulement à ouvrir nos fenêtres en grand, mais aussi à nettoyer énergétiquement nos lieux de vie. Car Amélie est une petite fée qui harmonise l'énergie de nos logis. Nous approfondirons donc aujourd'hui la thématique de la géobiologie que nous avions abordée avec Sarah dans les épisodes 7 si vous vous souvenez. Et nous parlerons aussi de Feng Shui, des mémoires des lieux, des présences qui peuvent parfois nous fatiguer un peu, voire nous effrayer. Et oui, si vos enfants font des terreurs nocturnes, si vous avez des problématiques de sommeil, ou si vous avez l'impression parfois d'être observé quand vous buvez votre café, un bon coup de balai énergétique pourrait peut-être aider. Mon invité nous propose aussi l'idée que notre lieu de vie puisse être le reflet d'une ou plusieurs parties de nous-mêmes. On entend souvent dans le domaine de l'énergétique que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Cette vision nous invite à envisager notre maison comme un éventuel miroir. Un merveilleux outil, je trouve, pour s'observer, se découvrir sous un nouveau prisme et mettre en lumière certains de nos comportements. Qu'on y croit ou pas, on peut s'amuser à jouer avec ça et apprendre à mieux se connaître. Et même si cet épisode fait partie de la série que j'ai intitulée sur le ton de l'humour pour les perchés, bien que le ton y soit tout à fait sérieux, et qu'Amélie vous conseillera d'entamer la discussion avec votre habitation et vous racontera peut-être qu'un dragon garde votre porte d'entrée, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de quoi sourciller. Comme vous avez pu le constater dans la première partie de son interview, l'épisode 23.1, Amélie, sortie d'une grande école de commerce et anciennement analyste financière, a les 2 pieds bien sur terre. Alors faisons comme elle et osons élargir notre champ de perspective, osons nous ouvrir à la féerie de la vie et à cette nouvelle perception de nos habitations. Quand tu fais une harmonisation de lieux, déjà, comment tu pourrais nous expliquer tout simplement en quoi ça consiste en fait ? Alors d'abord, avant ça, j'aimerais dire que les lieux, pour moi, sont des lieux vivants, où il y a l'énergie d'un lieu est une sorte d'énergie presque autonome, enfin qui lui est propre, et il y a des éléments extérieurs et des éléments intérieurs. Mais je trouve ça intéressant d'envisager un lieu comme un lieu vivant et dont il faut prendre soin. Et du coup, par l'harmonisation, c'est de manière classique, par exemple, quand on loue un appartement, on va rentrer dans l'appartement, on va prendre ses marques, éventuellement faire un petit ménage si c'est pas super propre. Ensuite, on va y vivre et quand on rend l'appartement, il y a un état des lieux et puis on fait un gros ménage, voilà. Ça, c'est au niveau physique. Mais au niveau, entre guillemets, énergétique et subtil, c'est un petit peu pareil, en fait. Quand on vit quelque part, on laisse des émotions, des traces de choses qui se sont passées, qui peuvent, si elles se passent à répétition dans un lieu et de manière assez forte, en fait, rester là, imprégnées, et après s'imprégner dans les murs. Et donc il y a des espèces de pollutions qui sont pas physiques comme de la poussière, mais qui sont énergétiques et invisibles, et qui restent là. Et qui atteignent les nouveaux habitants.
et après qui reste là. Donc forcément, les personnes d'après, ou même soi-même si on est encore dans le lieu, et ben on vit là-dedans, et donc on vit dans une espèce une espèce de bouillabaisse de choses qui nous sont extérieures. Bien sûr qu'il y a des choses qui nous sont intérieures. On est tous le lieu est un miroir de de nous-mêmes, et nous-mêmes influons sur notre lieu. Enfin, c'est une relation. On influe sur le lieu et le lieu nous influence. Donc, enfin, c'est vraiment à double sens. C'est pas seulement dans un sens. Mais je pense qu'il y a vraiment une intrication là où on peut pas, de manière neutre, arriver dans un lieu, ne pas du tout connecter tout ce qu'il y a et repartir en laissant rien. En fait, à mon sens, c'est quasiment impossible. Et donc, toi, en faisant une harmonisation de lieu, le but, c'est donc de nettoyer toute cette bouillabaisse, la rendre un peu plus claire et transparente. Ouais, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs choses. Il y a le nettoyage, donc purement le nettoyage, voilà, des mémoires qui n'ont plus rien à faire là, de choses qui peuvent être transmutées ou disparaître. Et il y a après tout un côté nourrir le lieu et harmonisation qui est... Oui, il y a le côté harmonisation, équilibrage, en fait, des différents paramètres énergétiques du lieu. Et il va y avoir le côté je nourris le lieu. Et ça, tout le monde peut le faire, rien qu'en pensant à son lieu comme un lieu vivant. Et on peut lui parler, mais aussi, enfin, c'est aussi simple que de mettre un bouquet de fleurs pour égayer une pièce, en disant, enfin, en ayant cette intention d'égayer la pièce quelque part. Enfin, c'est subtil la nuance de je mets le bouquet de fleurs parce que ça fait joli, et je mets le bouquet de fleurs parce que je sais que ça va plaire à ma maison d'avoir des fleurs là, parce que ça amène un peu de fraîcheur, un peu de couleur. Et ça c'est une toute petite chose de mettre des fleurs dans une pièce, mais ça nourrit le lieu au niveau énergétique. Et c'est comme certaines musiques, c'est comme une cérémonie. Il y a des gens qui vont avoir des hôtels, après on peut avoir des rituels un peu plus poussés. Mais à la base, les enfants, souvent, ils disent bonjour au lieu, ils disent au revoir au lieu, ils disent bonjour à tout le monde. Enfin, ils disent au revoir au manège quand ils ont fini leur tour de manège. Enfin, c'est spontané chez les enfants. Et pourquoi nous on perd ça? Ouais, c'est vrai. On pourrait aussi dire bonjour à sa maison quand on rentre. Ouais. Comment ça va? Là, je rentre de vacances. Comment ça s'est passé sans nous? Parce que toi, tu communiques avec ta maison. Bien sûr. Et est-ce que t'arrives à percevoir des réponses? Parfois oui, parfois c'est très clair, et elle me raconte sa vie, et moi je lui raconte la mienne, et parfois ça bloque et je n'ai rien. Et donc, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est elle, je ne sais pas. Peut-être ma maison fait la tête, peut-être que c'est moi qui suis fatiguée. Mais plus simplement, en fait, quand je discute avec ma maison, moi j'essaye de me poser comme si j'allais faire une méditation. Donc je me pose, je suis au calme, je suis toute seule, je m'assois, je ferme les yeux, et je me centre en moi-même. Vraiment, ça part du cœur, tout part du cœur en fait, tout ce que je fais. Et là, j'émets l'intention de me connecter à ma maison et de voir comment ça va. Parfois, ça va juste être une sorte d'impression de oula, ça tourne beaucoup là. Oui, on a eu beaucoup d'invités ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de mouvements, etc. Il y a un besoin de se poser. Et donc, ça peut être aussi un besoin de ralentir, même au sein des activités de la famille. Ou bien, là, on a fait des travaux récemment. Ça a été le besoin d'accompagner le lieu. Dans les travaux, enfin, j'ai eu l'impression que ma maison vivait une opération à cœur ouvert, mais vraiment, enfin, c'est comme si je sentais dans mes tripes qu'elle était exposée à nu, qu'on lui enlevait 7 couches de papier peint qui étaient là depuis 1885, et du coup, ben forcément, ça perturbe un peu, quoi. Et donc là, c'était plus de l'accompagner de manière subtile, avec lui dire que j'étais là, que je comprenais ce processus, et que j'essayais de faire que ça se passe au mieux pour elle, avec des petits moments de reliance en fait à ma maison. Et dans un autre épisode, l'épisode avec Sarah, on a parlé de géobiologie. Est-ce que ce que tu fais en harmonisation de lieu, est-ce que c'est de la géobiologie? Ça en fait partie. En fait, quand j'harmonise un lieu, pour moi, il y a tout ce qui est énergie. Il
Il va y avoir tout ce qui est clarification de l'espace, moi j'appelle ça. Donc ça va être par exemple les mémoires des lieux, ça va être la magie quand il y en a, ça va être les présences ou les défunts ou les fantômes, tu les appelles comme tu veux. Ça va être certains portails entre différentes dimensions, enfin toutes ces choses un peu plus subtiles et énergétiques. Donc je vais travailler là-dessus, les éléments, la représentation symbolique des 4 éléments dans un lieu par exemple. Enfin je vais faire pas mal de choses à ce niveau-là. Et puis une maison, c'est un lieu vivant, donc ça va être... je travaille aussi comme si c'était une personne qui est ancrée, terre, ciel, qui a des chakras, qui a des corps subtils. Enfin, vraiment, je vois la maison comme un être vivant. Enfin, quelque part, un soin énergétique à une personne et une harmonisation des lieux, parfois, c'est assez similaire. Et au niveau de la géobiologie, je vais aussi aller détecter... alors moi, je détecte uniquement ce qui, entre guillemets... perturbe ou pose problème ou pourrait aussi servir de ressource. Enfin, il y a le côté positif et négatif de la géobiologie. Parce que la géobiologie, c'est vraiment l'ensemble des phénomènes naturels qui sont souterrains. Donc ça peut être des failles, des cavités, des vortex, des cours d'eau souterrains, tous les réseaux telluriques, etc. Ah, la géobiologie, c'est lié à quelque chose de souterrain en fait. C'est vraiment lié à la Terre. Oui. Oui, et c'est naturel. Enfin, nous on n'a rien fait là-dessus. C'est vraiment la terre qui est faite comme ça. Et donc c'est tout ce qui est souterrain. Ok. Et mais ça a beau être souterrain, ça a une sorte d'émanation énergétique, parfois magnétique en fait, sur le vivant. Donc ça va influencer les humains, les animaux et tout ce qui est végétal. Et donc c'est pour ça, par exemple, si un arbre pousse là où il y a un vortex, il va pousser un peu en tire-bouchon, quoi. Il va être tordu un peu. En fait, donc la géobiologie sont vraiment tous les éléments naturels qui sont souterrains et qui ont une émanation sur le vivant. Et en fait, la façon dont j'harmonise les lieux, c'est vraiment je prends en compte ceux qui sont entre guillemets à travailler sur ce lieu-là, parce que c'est pas forcément tout ce qu'on a à prendre en compte. Il y en a, voilà, ils sont là et c'est bien. Enfin, ils sont pas trop d'effets. Et quelque part, je travaille sur le plan énergétique. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un cours d'eau souterrain, moi, je vais pas aller combler le cours d'eau souterrain, quoi. On peut s'y soustraire, comme on dit, c'est-à-dire s'il y a un lit qui est au-dessus d'un cours d'eau, ben on va essayer de déplacer le lit ou voir si on peut changer le lit de position pour qu'il se retrouve pas au-dessus du cours d'eau. Si on dort au-dessus d'un cours d'eau, on dort très mal. L'eau a une sorte de résonance qui entre en résonance avec, j'imagine, l'eau de nos cellules ou autre chose, mais ça fait un phénomène qui fait qu'on dort mal. Enfin, que la plupart des gens dorment mal. Et ça s'explique au niveau physique. Moi, je sais pas expliquer ces choses-là, mais je constate. Et donc, je vais travailler sur la résonance énergétique de ces phénomènes-là et travailler énergétiquement dessus, comme si, par exemple, je pourrais poser une sorte de plancher invisible qui bloque certaines choses, etc. Mais je préfère parler d'harmonisation parce que c'est pas non plus une protection, on veut rien, quoi. Pour d'autres phénomènes, ça va être les nettoyer. Il peut y avoir un cours d'eau qui est pollué, donc on envoie de l'énergie qui nettoie un peu le cours d'eau. Il peut y avoir des éléments qu'on harmonise. Et ce qui est fascinant avec les géobiologies, on parle toujours de la géobiologie qui pourrit la vie des gens, qui leur donne des rhumatismes si leur chaise est au mauvais endroit, un croisement de réseaux, etc. Mais ce dont on parle pas assez, c'est de la géobiologie dite positive, c'est-à-dire qu'il y a des lieux avec des choses sublimes où on peut avoir un très beau réseau tellurique qui soit presque nourrissant, ressourçant pour la personne. Et donc dans ce cas-là, c'est intéressant d'avoir justement le canapé où on se pose le soir après une longue journée sur un réseau, ou bien on peut même créer des points de ressourcement au niveau énergétique. Et ça, souvent je le propose à mes clients et j'adore travailler avec cette dimension-là aussi positive de la géobiologie et pas seulement ça nous pourrit la vie. Intéressant, ok. Et le feng shui, je sais pas si tu l'utilises, et qu'est-ce que c'est quelque chose de complémentaire à tout ça? Oui, les gens souvent pensent que je fais du feng shui quand je dis harmonisation des lieux ou ce genre de choses. J'en connais les bases, je suis pas du tout experte feng shui ni formée pour le feng shui, mais j'ai quand même des bonnes bases, on va dire. Et alors c'est intéressant parce que parfois quand je
quand j'interviens sur un lieu, il y a des éléments de feng shui qui vont venir quelque part se rappeler à l'ordre. Par exemple, un appartement que j'avais fait où il y avait un miroir qui reflète le lit. Donc on dit que dans la chambre à coucher, ça c'est un des principes feng shui, c'est que s'il y a des miroirs dans la chambre à coucher, c'est mieux qu'ils ne reflètent pas le lit. Donc s'ils sont à un endroit où on voit pas le lit, ça va. S'ils sont à un endroit qui reflète le lit, ça perturbe le sommeil aussi. Et en fait, il y a deux choses. Soit moi, quand j'harmonise le lieu, je vais avoir un petit peu des éléments là où je vais être amenée à poser la question, mais au fait, est-ce que vous avez un miroir là? Ou au fait, là, qu'est-ce qui se passe? Ce canapé, il devrait pas être dans ce sens-là, ou des choses comme ça. Mais c'est assez rare. Et sinon, l'autre chose, c'est quand je propose des connexions où la personne se connecte elle-même au lieu. Donc moi, je suis là pour l'accompagner cette méditation visuelle et guidée. Et là, on peut faire une sorte de consultation feng shui en direct, où la personne se connecte à, imaginons, son salon, et pose une question du style comment je pourrais améliorer l'énergie ou la circulation de l'énergie dans cette pièce. Et là, on va souvent visualiser une plante. Tiens, ça serait bien de mettre une plante là, ou bien t'as un cristaux là qui est plein de poussière, il faudrait le nettoyer, ou bien là, faudrait virer le miroir, ou mettre des rideaux, ou enfin. Et par exemple, si on fait des travaux, moi, c'est quelque chose que j'ai fait chez moi. Je me suis connectée à l'énergie de ma maison et comment le ki, là, on dit chez les Chinois, comment il circule dans la maison, comment il va arriver par la porte d'entrée, est-ce qu'il va monter les escaliers, est-ce qu'il va traverser là, est-ce qu'il va vite, est-ce qu'il va doucement, qu'est-ce qui le bloque, et on peut s'amuser à faire ça en fait tout seul chez soi. On n'a pas besoin de forcément faire une consultation très poussée pour avoir des petites choses très faciles qu'on puisse faire. Bien sûr, si on veut pousser à l'extrême et travailler sur les domaines de vie, etc., c'est mieux d'aller voir un consultant, bien évidemment. Mais on peut faire des petites choses de base soi-même en se connectant à chez soi et en voyant comment circule l'énergie. En fait, c'est du bon sens finalement. Ok. Et donc là, tu viens de parler du fait que tu proposes des séances d'harmonisation de lieux où tu guides la personne en direct dans la maison, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ou alors tu proposes également tout simplement des harmonisations que tu fais toi-même de ton côté. Ouais. En fait, c'est deux services qui sont vraiment différents. Les harmonisations, c'est vraiment un gros truc, on va dire, où j'harmonise vraiment le lieu avec tous les paramètres dont j'ai parlé précédemment, alors que la visite quand la personne se connecte, c'est beaucoup plus court, c'est 1 heure, et l'idée, c'est vraiment de rendre la personne autonome à se connecter à son lieu, à recevoir des messages, à percevoir l'énergie du lieu sous d'autres formes. Éventuellement à faire un petit peu de consultation feng shui, ou même parfois on travaille sur des éléments de géobiologie ou énergétique s'ils se présentent. Il m'est arrivé de faire des passages d'âme en direct avec une cliente, ou bien de travailler sur un vortex, de travailler sur d'autres choses. Mais c'est beaucoup plus... on peut pas faire une harmonisation en 1 heure, c'est pas possible. C'est souvent mieux pour des lieux qui ont pas d'énormes problématiques, quoi. D'accord. S'il y a des plus grosses problématiques, ça va être... c'est pas assez. Ça te prend combien de temps en général? Ou est-ce que ça dépend... tu disais ça dépend des problématiques du lieu, mais est-ce que ça dépend aussi de la taille du lieu? Oui. En fait, la façon dont laquelle chacun travaille différemment. Moi, je travaille encore pièce par pièce. Peut-être qu'un jour, ça changera. Et du coup, la taille du lieu importe, parce que je fais vraiment... je fais des choses au niveau général sur l'ensemble du lieu, et je fais des choses vraiment pièce par pièce. Donc, ça dépend. Ok. Et pourquoi les gens font appel à toi en général? Est-ce que c'est pour des problématiques en particulier, ou est-ce que c'est parce que ils ont juste envie, je sais pas, d'amener un peu de peps dans leur habitat? Bah, il y a de tout. Il y a ceux qui pour eux c'est une évidence, donc ils vont le faire à chaque lieu de vie, ils vont harmoniser leur lieu. Il y a des personnes qui le font chaque année. Donc ça, bon, c'est un idéal.
Ça serait chouette que tout le monde fasse ça. Parce que ça bouge, alors ça évolue très vite. Oui, il y a des petites choses. Si on a fait un gros nettoyage ou une grosse harmonisation une fois, normalement, ça tient quand même un peu. Après, chaque année, surtout s'il y a des changements dans la famille, ou s'il y a un décès, ou une naissance, ou un divorce, ou enfin voilà, il se passe plein de choses dans la vie, ou une réorientation, quelqu'un qui se met à travailler de chez lui alors que c'est pas le cas avant. Enfin, il y a pas mal de choses qui jouent. Après, ça va être des petites harmonisations légères. Enfin, si on en fait chaque année, au bout d'un moment, le lieu il est quand même pas mal, quoi. Donc il va y avoir ça, il va y avoir des problématiques qui sont en fait soulevées par soit des animaux qui ont des comportements qui sont pas terribles, et donc les personnes font appel éventuellement à des communications animales, et du coup là sort qu'un nettoyage du lieu serait pas mal. Okay. Donc ça peut être des animaux qui tirent la sonnette d'alarme, ça peut être des enfants qui font des terreurs nocturnes, ça c'est quand même assez fréquent. Et c'est bien de vérifier qu'il y a rien dans leur chambre. Voilà, c'est multifactoriel le sommeil et tout ça, mais je pense quand même qu'il y aurait beaucoup d'enfants qui dormiraient bien mieux si il y avait personne dans leur chambre. Et sinon, c'est beaucoup. Il y a des gens qui sont curieux, et il y a aussi des personnes qui sentent qu'il y a un truc qui va pas. Soit elles sentent des présences, soit elles sentent des lourdeurs, soit elles vont me dire je ne comprends pas. J'ai une super maison, on vient de faire les travaux, tout va bien, je devrais être la personne la plus heureuse du monde, et en fait je déteste cette maison, il y a quelque chose, je veux pas y aller, je me sens pas bien, je me sens pas chez moi. Et là c'est presque impalpable, enfin c'est difficile pour la personne de me dire exactement ce qui se passe, mais c'est le reflet d'un lieu qui possiblement est chargé, ou qu'il y a quelque chose à faire sur ce lieu. Et souvent dans des cas comme ça, il y a vraiment un avant et un après, et c'est assez fascinant. Ok. Et tu parlais donc des présences que ressentaient particulièrement les enfants souvent. Est-ce que ces présences, est-ce qu'on les ressent négativement forcément ou pas? Pas forcément. Après, il y a tout ce qui est problématique de sommeil en fait, qui c'est aussi un des grands sujets de consultation, je vais dire, les problématiques de sommeil, et parfois des problématiques aussi des problématiques physiques qui se sont développées après avoir déménagé dans un lieu. Mais pour répondre à ta question sur les présences se font plus denses la nuit. Ah bon? Donc oui. En fait, dès qu'il y a plus de lumière. Okay. Donc par exemple, mon neveu, dans une certaine pièce d'une certaine maison, il veut dormir avec la lumière allumée. Voilà, j'en dis pas plus. Dès qu'on éteint la lumière, c'est la cata. Mais c'est principalement dans une pièce en particulier. Mais ça, est-ce que le fait que la lumière soit allumée a vraiment un impact sur les présences? En tout cas, sur son sommeil, oui. Donc, je pourrais pas te dire de la poule ou de l'œuf. Okay. Mais non, mais en fait, oui, je pense il y a vraiment un lien entre le soleil qui se couche ou une pièce qui est dans l'obscurité et le fait que les présences se densifient. Enfin, moi, j'en ai quasiment. Après, chacun a ses sensibilités. Moi, j'en ai quasiment jamais senti de jour parce que je suis pas très sensible à ce genre de choses. Par contre, de nuit, oui. Et vraiment l'impression de il y a quelqu'un à côté là. Okay. Mais c'était dans le noir. D'accord. Dès qu'on allume, ça s'allège un petit peu. Intéressant. Et sur ton site internet, tu expliques justement un petit peu comment ça fonctionne, tu donnes aussi des exemples. Et il y a un exemple où tu disais « Si votre maison est toujours mal rangée ». Du coup, ça m'intrigue. Est-ce que vraiment ça peut avoir un lien avec l'énergie de la maison ? Alors, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, où on influe notre lieu et notre lieu nous influence. Comment te dire ? Il y a deux choses. Il y a les gens... Je sais pas comment répondre à cette question de manière claire. Mais disons que harmoniser les énergies d'un lieu peut remettre du mouvement dans ce lieu. Et remettre du mouvement, ça va être parfois remettre l'envie de, du coup... faire place nette, ranger un lieu, virer les vieux cartons qui sont au grenier dont on se sert absolument plus, enfin des objets, des choses comme ça, une sorte de lourdeur de notre passé qui est là et qu'on est un peu tétanisé, qu'on veut pas toucher. Ça remet du mouvement là-dedans, ça remet des choses en mouvement, aussi bien en nous que dans le lieu. Ça peut être le cas.
Et si je prends un autre point de vue sur la même situation, quand on est dans une pièce qui est très très encombrée, qui est très chargée, on se sent un peu plombé. Enfin, on se sent pas plein de créativité, plein d'allant, de l'espace dans la tête, quoi. Et donc en fait, c'est un petit peu, on sent que le lieu influence sur nous et que nous on influence le lieu dans ce sens-là. Et donc effectivement, une maison, des personnes qui vont avoir tendance à avoir une maison toujours très mal rangée, toujours très en bazar, bah, c'est un reflet de eux ce qu'ils vivent, comment ils perçoivent certaines choses de leur vie, est-ce qu'il y a des problématiques par rapport à du manque, par rapport à leur passé, enfin ça peut être plein de causes différentes qui peuvent aller se travailler dans l'histoire de la personne, etc. Mais quand on agit sur le lieu, ça peut être sympa parce que du coup ça peut remettre quelque chose en mouvement et redonner de l'allant à la personne pour faire ce rangement, pour faire ce nettoyage. Et ces derniers temps sur Instagram, tu as parlé plusieurs fois de l'idée de la maison miroir. Est-ce que c'est de ça dont tu parles ? Oui, en partie. L'idée de la maison miroir telle que moi je la conçois, c'est qu'en fait nos lieux nous reflètent une partie de nous-mêmes, enfin une ou plusieurs parties en fait, et qui va se jouer un jeu de miroir entre la maison et nous. Et je pourrais prendre un exemple pour essayer d'illustrer un petit peu plus. Une maison où, par exemple, il n'y a pas de sonnette, qu'on peut pas accéder à la personne. Je sais pas, il n'y a pas de sonnette ou le portail est cassé, il est tout le temps fermé à clé parce que sinon il s'ouvre tout seul ou quelque chose comme ça. Et donc là, moi, j'inviterais la personne qui est dans une situation comme ça à se dire mais quel est mon rapport à l'autre en fait ? Quel est mon rapport à recevoir, à accueillir, à être en relation avec l'autre ? Et en fait, c'est utiliser le lieu comme symbole de qu'est-ce qui se passe dans ma vie qui est reflété par cette situation-là. Pourquoi il n'y a pas de sonnette chez moi ? Pourquoi ce portail est bloqué ? Et on peut le faire à plein de niveaux différents en fait. Mais ça, c'est super intéressant d'aller creuser. Si les personnes sont ouvertes à ce genre d'exploration, c'est absolument fascinant d'aller voir ce qui se joue dans les intérieurs, dans les maisons. Enfin, c'est quelque chose qui me fascine complètement, que j'ai commencé à explorer et je suis en cheminement par rapport à tout ça. Mais moi, ma maison me fait sacrément bosser. Je veux juste partager un exemple par rapport à ça pour le rendre peut-être un petit peu plus concret. J'ai parlé des 7 couches de papier peint là, de ma cage d'escalier qu'il a fallu enlever. Il y a un moment, j'étais vraiment en mode oh là là, mais on va enlever tous ces papiers peints, mais c'est historique, c'est magnifique, c'est de l'ère victorienne, et je voulais tout garder, et je voulais faire des espèces de, je sais pas, tableaux avec. Enfin, j'étais là, mais comment je peux préserver ça ? Et en fait, au bout d'un moment, j'ai lâché. J'ai fait ok, la maison, elle a eu ce passé, elle a eu ses chapitres de sa vie à elle, et moi j'ai mes chapitres de vie aussi, et en fait là on commence un nouveau chapitre ensemble et on passe à autre chose et il y aura de la peinture et voilà quoi. Et ça a pas été facile en fait. Ça a été un peu plus difficile. Il y a eu vraiment un moment où je m'accrochais à je sais pas, des choses de mon passé peut-être ou des choses comme ça, et quand on a décidé que non, le papier il allait virer, je sais pas, il y a eu une sorte d'allègement, même intérieur, un peu imperceptible, qui s'est produit à l'intérieur de moi. C'est vrai que j'ai pu remarquer, moi dans mon expérience aussi, que parfois on emménage dans un appartement où tout va bien, et puis un peu après le déménagement, et il y a une problématique au niveau du four, au niveau des plaques de cuisson, de la chaudière. Et du coup, c'est vrai que je me dis, oui, ça reflète peut-être aussi quelque chose chez l'habitant, dans ce cas-là. Mais ce qui est intéressant, en fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est ne pas avoir une seule grille de lecture. Parce que le four qui marche pas, peut-être que pour toi, ça veut dire quelque chose, peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça voudrait dire autre chose. Il y a peut-être un message global, général, applicable à tout le monde, mais il y a aussi des nuances. Et c'est pour ça que c'est intéressant de rendre les gens autonomes à connecter avec leur lieu et aller chercher les réponses par eux-mêmes, quoi. Ok, mon four marche pas. Si ça me veut dire quelque chose, ça se trouve, ça veut rien dire du tout, hein. On va pas non plus chercher des messages là où il y en a pas. Mais si ça veut dire quelque chose, quel est le message? Si on est prêt à entendre, le message arrivera. Ok. Ouais.
Pour revenir aux entités, il y a une question qui me vient que j'ai pas posée avant, parce que tu m'avais raconté que tu avais des clients du coup qui avaient déménagé, mais je crois vraiment très très loin sur un autre continent, et qu'ils avaient emmené avec eux d'une certaine manière les entités. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, pour moi, et encore une fois, je parle que de mon expérience et de moi ce que j'ai pu constater, donc je ne prétends pas avoir la vérité incarnée sur le sujet. Mais il se trouve que oui, on avait des copains qui ont changé de continent et quand j'ai harmonisé la maison sur l'autre continent, il y avait comme présence la maman de notre pote qui était décédée. Enfin voilà. Et en fait, c'est vrai que c'était assez frappant parce que ça faisait pas longtemps qu'ils y étaient et voilà. Et enfin, il y avait d'autres présences de la famille et c'est tout, je crois. Je sais plus s'il y avait des présences du lieu. Mais en fait, pour moi, il y a 2 types de présences, même 3 quand il y a des animaux. Enfin donc voilà, il peut y avoir des présences animales, un chien décédé qui est toujours là quelque part. Il peut y avoir aussi des présences liées au lieu et des présences liées à la famille. Et en fait, pour moi, dans ce que je constate, les présences liées à la famille, on peut se les embarquer, elles nous suivent en fait. Et on peut se les embarquer si on déménage, voilà, elles vont quelque part nous suivre. Mais intuitivement, ça s'explique aussi quand on a perdu quelqu'un, on se relie à la personne, on y pense, enfin on se sent un peu relié. Il y a souvent des gens qui me disent je sens ma maman qui a disparu mais qui est à côté de moi. Et parfois elle est à côté de moi c'est pas forcément qu'elle a une présence, une entité, un fantôme à côté de moi, c'est juste son énergie ou voilà. Donc c'est pas forcément un défunt. Mais quand ils sont pas passés dans la lumière, il peut arriver qu'ils soient sous présence un peu plus dense chez nous. Et après il y a tout ce qui est les présences du lieu, donc ça peut être des anciens habitants, comme ça peut être des chouans qui sont morts sur un champ en Vendée à l'époque de la guerre des chouans, et du coup la maison s'est construite là et il y en a 50 dans le jardin quoi. En fait on peut pas savoir. Et ça peut être une maison neuve. Enfin voilà. Donc les gens quand ils me disent non mais moi ma maison elle est neuve, j'ai rien à faire. Bah non, le terrain il a vécu en fait. Il y a plusieurs milliers d'années d'histoire en fait dans ce terrain. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien demander les présences, est-ce qu'il y a de la famille ou pas, et après quand il y a de la famille, au début j'allais creuser un peu qui c'est et tout, est-ce qu'il y a des messages machin. Maintenant je fais passer les présences qu'il est juste de faire passer, et puis celle de la famille parfois elle passe pas, et voilà. Ah, parce que parfois c'est important qu'elle reste? S'il y a des messages qui ont besoin d'être transmis ou des choses qui ont besoin d'être apaisées, etc., et que moi je suis pas forcément la bonne personne pour travailler autour de tout ça, parce que je suis pas non plus médium professionnel. En fait, je pense que ces présences ne se manifestent pas à moi, et je pense que je les perçois pas, parce que ça m'est jamais arrivé Enfin, c'est très rare. Quand je perçois les présences, je les fais passer, et c'est très très rare qu'il y en ait qui passent pas. Enfin, en fait, je crois que ça m'est presque jamais arrivé. Mais si la personne me dit je viens de perdre ma mère la semaine dernière et que je sens la présence de la mère dans la maison, je vais pas essayer de la faire. Enfin, je me sens pas juste de la faire passer. Elle a peut-être un travail de deuil à faire, il y a peut-être quelque chose à faire où c'est pas à moi de faire. Enfin, voilà, je demande toujours est-ce que c'est juste ou pas. Ok. Et tu insistes sur le fait que tous les habitants de la maison ou de l'appartement doivent être en accord avec l'harmonisation. Donc ça, est-ce que tu pourrais nous en parler? Et il y a une deuxième question dans la même, c'est est-ce que si on habite dans un immeuble, est-ce que l'harmonisation de notre appartement a un impact sur le reste de l'immeuble ou pas? Ok. Alors la première question, celle des occupants, s'il y a une famille, je demande toujours à ce que les autres membres de la famille soient mis au courant et qu'ils soient pas absolument contre. Sinon, c'est vrai que s'il y a une personne qui est vraiment, s'ils y croient pas et qu'ils s'en foutent, ok. Mais s'il y a une personne qui est vraiment contre et c'est leur choix, enfin moi c'est ok, tout le monde, chacun pense ce qu'il veut. Ça va se sentir dans les énergies. Moi, je vais avoir des trucs qui vont bloquer, qui vont coincer. Je vais pas arriver à faire un beau travail. Et du coup, c'est un petit peu dommage pour tout le monde, quoi.
Et du coup, ça, je trouve important. Et je trouve ça important aussi, par rapport aux enfants, de leur expliquer avec les mots de chacun, ce que chacun est prêt à entendre et prêt à comprendre, de leur dire un petit peu ce qui se passe. Parce que si, dans une famille, il y a que les enfants qui perçoivent les entités, par exemple, et que c'est blindé d'entités, du jour au lendemain, il n'y a plus d'entités, le gamin, il va pas comprendre ce qui lui arrive, en fait, quoi. Enfin, c'est plutôt positif, peut-être, comme changement, mais lui, ça va le perturber, quoi. Donc je trouve ça toujours important d'expliquer aux enfants ce qui se passe. Et c'est intéressant aussi d'avoir le retour des enfants. J'ai fait un appartement où les parents sentaient absolument pas la différence. Et ils ont demandé aux enfants s'ils sentaient la différence de avant et après l'harmonisation. Et le petit garçon, il avait 6 ans à l'époque, il a dit « Il y a une plus grande beauté ». Oh, c'était trop chou. Oh, c'est trop Mais beau, comment expliquer ça, en fait? C'est complètement intangible. Mais le gamin, c'est ce qui est sorti, quoi. Enfin, c'était beau. C'était vraiment beau. Et pour en venir à ta deuxième question, sur les immeubles, quand j'harmonise un appartement, j'harmonise uniquement l'appartement de là où j'ai le droit d'intervenir, en fait. Mais très souvent, dans les immeubles, j'interviens aussi sur l'immeuble ou sur les parties communes. Donc ça va être sur le bâtiment en général. Donc souvent, il y a un gardien des lieux par appartement, il y en a aussi un pour l'immeuble. Donc voilà, je travaille un peu avec tout ce monde-là. Et les parties communes, je les fais aussi parce que souvent, quand il y a des copropriétés où il y a des problèmes, etc., c'est sympa d'essayer de faire ce que je peux au niveau énergétique pour apaiser tout ça, parce que souvent il y a des gros conflits et c'est très problématique. Donc ça, je le fais systématiquement, sauf si vraiment j'ai pas les autorisations énergétiques entre guillemets d'intervenir. Donc après, s'il y a un autre appartement de ce même immeuble, j'ai bien sûr pas eu de retour sur ce genre de situation, mais probablement qu'il y a une espèce de petit allègement parce que les parties communes et l'immeuble auront été un petit peu travaillés. Ok. Mais Et tu as parlé des gardiens. Mm-hmm. Donc il y a un gardien dans chaque lieu. Un ou plusieurs. Là encore, je parle de moi, ce que je peux percevoir et mon expérience. Je pense qu'il y en a plusieurs. En fait, moi, ce que je vois souvent, je vois des petits concierges. Donc parfois je connecte à un lieu et j'ai une présence, ça peut être un animal ou ça peut être une personne que je vois ou un arbre. Souvent c'est un animal qui vient et puis je dis t'es le gardien et puis il me répond non moi je suis le concierge. Ah ouais. Et ouais, c'est rigolo. C'est comme s'il y avait plusieurs niveaux de sas en fait quand on rentre quoi. Et puis souvent il y a au moins un gardien auquel je peux connecter. Mais souvent il y en a plusieurs et quand les clients se connectent aussi au lieu, parfois ils ont des gardiens différents de moi ce que je peux percevoir. Donc parfois je les perçois sous forme animale, parfois ça va être un arbre, la plupart du temps un arbre qui existe pour de vrai pas loin, mais ça peut être un arbre entre guillemets imaginaire ou parti, je sais pas. Ça peut être après des figures autres, des dragons, des présences, une lumière, j'ai eu un peu tout et parfois des figures humaines quoi. Et donc ça c'est très intéressant parce qu'une fois j'ai eu comme une sorte de Sherlock Holmes qui au début était complètement renfermé, qui était mal habillé en savate et en espèce de robe de chambre, il traînait, il faisait rien, il en foutait pas une, enfin, c'était une catastrophe. Et en fait à la fin de l'harmonisation, je l'ai revu vraiment habillé comme Sherlock Holmes avec sa pipe et tout, il était à fond, il était dans son fauteuil en train de réfléchir à son truc. Et c'est drôle parce que en fait, c'était d'une manière symbolique la transformation du lieu aussi quoi. C'est bon, il avait repris ses fonctions, il était alerte à nouveau et c'était assez amusant. Bien sûr, c'est symbolique et imagé, mais c'était juste pour me montrer l'évolution du lieu. Mais les gardiens, c'est très important. Quand je les perçois pas, c'est dans mon expérience, encore une fois, c'est quand il y a de la magie sur le lieu. Et du coup, pour une raison ou pour une autre, ils peuvent pas se montrer ou ils sont un peu muselés, quoi. Ou endormis, quelque chose comme ça. Et ensuite, quand on enlève la magie... Quand je dis magie, ça peut être projection de pensée de quelqu'un. Hein. C'est pas non plus une espèce de magie vaudou hyper bizarre. Mais ça peut être voilà des projections de pensée de quelqu'un, même inconscientes, ou enfin ça peut être plein de choses. Mais comme quoi, par exemple ? Alors par exemple, dans les campagnes... quelque chose qui revient assez souvent, même pas que dans les campagnes, c'est la jalousie des habitants envers leurs voisins, ce genre de choses. Et donc si un voisin est jaloux, imaginons 2 fermiers, il y en a un qui est jaloux de l'autre, parce que je sais pas, il a une meilleure récolte ou je sais pas quoi, et qui va tous les jours, en voyant la ferme de son voisin, envoyer des pensées de jalousie ou malveillantes, mais
mais même pas lui envoyer consciemment, le penser lui-même tout seul chez lui sans rien faire, et ben il y a une sorte d'empreinte énergétique qui va se faire sur la ferme du fermier qui est heureux de vivre et lui qui a rien demandé à personne. Et c'est ça que j'appelle magie. Ça peut être juste ça. Ça va être des sortes de projections inconscientes ou parfois ça se dit dans les gens peuvent dire j'aimerais bien qu'il disparaisse ou le traître ou des choses comme ça qu'on dit sans s'en rendre compte et en fait qui peuvent se transformer en quelque chose d'assez dur quoi. Ok, d'accord. Le pouvoir des mots, faut faire attention. En la effet. Pensée aussi, mais c'est vrai que quand on voit le résultat dans l'énergétique, je pense qu'on en prend vraiment conscience. Et pour les gardiens, tu disais que toi, quand tu les visualises et quand tes clients se connectent au gardien, ils visualisent pas forcément le même gardien? Ouais, parfois on visualise le même, parfois on visualise pas le même. Et comment tu l'expliques ça? Il peut y avoir plusieurs gardiens. Et quand tu fais les visites guidées en compagnie des clients, là tu me racontais que régulièrement vous voyez par contre les mêmes choses au même moment, à peu près. Ouais, il peut, ouais. J'ai eu le cas là, récemment où on a les mêmes entre guillemets idées ou images ou ressentis qui nous sont donnés. Et c'est assez fascinant parce que parfois ça peut être la même idée mais de façon différente. Ça va être une personne qui va le ressentir vraiment dans son corps et elle va me traduire une phrase qu'elle a eue, de ce ressenti corporel qui pour elle veut dire ça. Et moi qui suis beaucoup moins corporelle mais plus visuelle, en fait, je vais avoir comme une petite scène de film qui veut dire la même chose. Donc en fait, on a le même message mais sous des formes différentes. Et parfois, on voit la même chose en même temps. Ouais, ça c'est assez magique. Ah ouais, j'imagine. Ouais, c'est passionnant. Est-ce que tu voudrais rajouter une dernière chose que j'ai oubliée sur l'harmonisation de lieux? Non, je pense que t'as rien oublié du tout. Je pense que l'essentiel pour moi, c'est vraiment de se connecter aux lieux, de rentrer en communication avec ces lieux qui sont vivants et de faire même toute petite chose. Même si demain, vous dites bonjour et au revoir dans votre tête à votre maison en y entrant et en partant, et ben ça sera déjà une toute petite chose et ça sera super et le lieu il se sentira pris en compte et considéré. Et c'est le premier tout petit pas qu'on peut faire. Et après si on peut faire plus bien sûr c'est fabuleux. Mais juste ça c'est chouette. Merci beaucoup Amélie pour toutes ces informations sur tout ça. Avec plaisir. Je vais essayer de l'appliquer. Et donc on s'approche de la fin de cette interview. Donc tu connais le podcast, donc on va arriver aux questions rituelles de fin. Alors, comment tu le vois toi, ce nouveau monde, Amélie? Pour moi, ce serait un monde où chacun est connecté à lui-même, à son cœur, à ses émotions. Et ce qui me vient là, c'est plus de tolérance. En fait, pouvoir imaginer qu'on est tous différents et c'est pas une histoire de on a raison ou on a tort. En fait, on a tous nos sensibilités et nos croyances. Et tout ça, ça n'arrête pas de changer, ça évolue. Et donc revenir au cœur et se dire ok, ça c'est moi ce qui est vivant pour moi, ce qui est vibrant pour moi maintenant. Et si on suit ces élans du cœur et qu'on les applique dans le monde qui nous entoure, bah le monde n'en sera que meilleur. J'adore. Et c'est vrai que je dois dire que je trouve que toi comme tu le disais d'ailleurs au tout début, bah oui, c'est vrai que tu le disais au début, ton enthousiasme est très communicatif. On sent dans tes partages, par exemple sur les réseaux sociaux, parce qu'on peut te retrouver sur Instagram. Je sais pas si on peut te retrouver sur Facebook aussi d'ailleurs. Aussi, mais c'est un peu plus has-been, mais ouais, si. Okay. En tout cas sur Instagram. Ouais, quand tu parles de l'harmonisation des lieux et tout ça, on sent que c'est ton cœur qui parle en fait. Et c'est vrai que moi c'est ce que j'apprécie énormément et voilà, on sent que tu nous apportes quelque chose là-dessus en fait, justement parce que c'est ton cœur qui parle. Ouais, c'est gentil.
Est-ce que il y aurait encore un message que tu aimerais nous partager maintenant que tu as le micro devant toi? Donc un message soit en lien avec ce dont on a parlé, soit qui n'a rien à voir, mais quelque chose, si tu veux profiter de l'occasion d'être enregistré. Le message qui me vient, c'est d'écouter la sagesse de la nature. Et on en a parlé un petit peu. Et sans forcément aller jusqu'à méditer avec un arbre, si on peut, c'est bien. Mais d'aller dans la nature, d'essayer de s'y ressourcer, de connecter avec la nature. Et même si vous habitez en plein centre de Paris, ou de New York, ou de Taïwan, ou je ne sais où, il y a forcément un petit bout de nature quelque part. Il y a forcément une fleur, il y a une plante, il y a un nuage, il y a un oiseau qui passe. Et de se connecter à ça, et par connecter, je veux dire apprécier la beauté de la nature, juste se laisser vivre et se sentir vivant sur notre planète. C'est chouette. Et j'y pense là maintenant, donc ça m'a traversé l'esprit, du coup je te pose cette question. Donc tu nous racontais que tu as 3 petites filles. Mm-hmm. J'interviewe aussi des enfants dans le podcast, et il y a cette idée qu'on entend souvent, que les enfants sont nos meilleurs maîtres. Est-ce que tu voudrais nous partager quelque chose que tes enfants en fait t'ont appris ou t'ont apporté? Alors dans le fait d'être maman, il y a le fait que les enfants appuient là où ça fait mal. Et que vraiment, ça nous fait bosser sur nous. Quand on croit que ça y est, on est bien, ils vont refaire basculer tout ça. Et c'est un apprentissage sans fin, et c'est un très beau cheminement. Il y a beaucoup, c'est très yin et yang, quoi. Il y a des moments de béatitude absolue et d'amour fou avec les enfants. Il y a des moments de je vais l'étrangler. Donc vraiment, c'est un grand cheminement, un grand apprentissage d'être parent. Et c'est une grande joie et une chance aussi, je la mesure vraiment. Et en fait, ce que je répète beaucoup, c'est que ma dernière va avoir 4 ans bientôt. Et en fait, ça fait 1 an que je dis, il faudrait que tout le monde ait un enfant de 3 ans dans sa vie. Parce que à 3 ans, c'est extraordinaire. En fait, à 3 ans, l'enfant, il est complètement... Et avant, mais là, il commence à parler, à s'exprimer plus. Et l'enfant est dans la pleine présence. Sans arrêt, tout le temps. Il n'y a pas de demain, il n'y a pas de hier. Il y a ce qui est. Et l'enfant, il est avec une joie. Ce que je disais, l'enfant, il dit bonjour, il dit au revoir à tout. Il parle aux plantes, il parle aux chiens, il parle à la voisine. Et il n'y a aucun filtre. Il y a que cette pureté, cette naïveté, mais... La pureté de l'enfance, et reconnecter avec ça, avec nos enfants intérieurs, et avec juste l'émerveillement de ce qui est, sans se prendre la tête, sans avec tous nos problèmes d'adultes, là on se prend la tête tout le temps en fait. Reconnecter à cette pure joie enfantine, c'est magique. Ah, ça donne, c'est vraiment magique. Donc je vous souhaite d'avoir un enfant de 3 ans dans votre vie, et si c'est pas le cas, de le créer, de l'inventer, de le recontacter dans votre corps. Oui, c'est très beau. Oui, oui, c'est vrai. De le recontacter en soi, en fait. Ah ouais. De sauter dans les flaques d'eau. Oui. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait ça. Hein. Ah oui, moi, je suis vraiment pour ce genre d'action. Et on en arrive donc à la dernière question du podcast. S'il y avait une chanson, une musique que tu voudrais nous partager parce qu'elle t'a profondément touché à une période de ta vie ou même accompagnée, laquelle ce serait? Il y en a eu plusieurs, il y a beaucoup de musiques qui m'ont accompagnée. Mais récemment, et surtout parce qu'on a parlé de mes enfants, je dirais que c'est Savage Daughter. Et c'est une musique que j'ai découverte quand j'ai commencé à faire des cercles de femmes au tambour en anglais. Et en fait, les paroles, en gros, ça veut dire je suis la fille sauvage de ma mère qui marche pieds nus, qui veut pas se couper les cheveux et que personne ne pourra taire ma voix. Et en fait, ça reconnecte un petit peu à la femme sauvage en moi qui émerge depuis quelques années. Et j'écoute cette chanson aussi à la maison. Et la semaine dernière, ma petite fille de 3 ans chantait un peu les paroles toute seule dans le jardin. Et c'était très mignon. J'adore, c'est magnifique de terminer sur ces quelques mots. Merci de tout cœur, Amélie. Merci Raphaël, c'était un très beau moment.
I am my mother, savage daughter, the one who runs barefoot, cursing sharp stones. I am my mother, savage daughter, I will not cut my hair, I will not lower my voice. Alors, on le crée ce nouveau monde ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.